Bonjour à tous. Place dans un instant à l'audition d'Hervé Collignon. Hervé Collignon est vice-président du cabinet A.T. Kearney. Il est spécialisé dans les télécommunications, dans les médias, dans les nouvelles technologies. A également été professeur à l'université californienne de Stanford. Il a donc été auditionné par la mission commune d'information sur la gouvernance mondiale d'Internet, une mission qui s'intéresse plus particulièrement au rôle et à la place de l'Europe dans cette gouvernance mondiale. Il faut dire qu'en la matière, l'Europe est plutôt à la traîne par rapport aux géants américains, même si l'Europe a décidé la création d'un marché unique du numérique à l'horizon 2020. Eh bien, il y a urgence à agir. C'est ce qu'a dit la rapporteure de cette mission commune d'information, Catherine Morin-Desailly. Il faut agir pour que l'Europe ne devienne pas simple consommateur d'un monde qui est en train de se faire sans elle. Tout de suite, donc, retour à cette audition qui s'est déroulée mi-mars, salle Clémenceau. Il nous a semblé, avec Catherine Morin-Desailly qui est avec moi, qu'il pouvait être tout à fait utile de replacer cette question de l'Internet dans cette perspective plus globale des enjeux pour l'Europe de sa présence dans les secteurs de nouvelles technologies. Et donc, on souhaitait vraiment vous entendre. Donc, je vous propose peut-être de vous laisser la parole pour nous présenter le contexte et les principales conclusions auxquelles vous êtes parvenus. Puis après, on pourra échanger avec Catherine Morin-Desailly plus directement. Sachant que tout ça est transcrit ensuite, donc je pense que ce que vous nous dites ensuite est publié dans le cadre, sur le site du Sénat, dans le cadre de la mission qui est la nôtre. Parfait. Écoutez, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir sollicité pour contribuer à cette réflexion importante. Évidemment, mon intervention sera davantage un éclairage, un point de vue de contexte sur la problématique beaucoup plus large que vous traitez. Alors, nous avons effectivement publié cette étude sur l'industrie high-tech européenne. Mais nous avons également, comme je vous le disais, publié précédemment d'autres études sur la souhaitable adaptation du modèle de réglementation de l'Internet, dont je pourrais peut-être à la fin de mon exposé vous rappeler les principales conclusions. Alors donc je suis le co-auteur donc de cette étude, d'ailleurs étude européenne écrite avec deux collègues allemands et suédois. Donc sur la place des entreprises européennes dans l'industrie des technologies de l'information. Alors l'étude, elle repose sur des analyses quantitatives et documentaires, comme nous avons l'habitude de faire, mais également avec les échanges que nous avons avec les dirigeants des entreprises de ce secteur, ainsi que, pour le cas d'espèce, des représentants de l'Union européenne qui s'occupent de ces questions. Alors, je voulais juste simplement commencer en rappelant simplement pourquoi le secteur de la technologie est un secteur important. C'est une industrie qui, à l'échelle européenne, correspond encore à 3 millions d'emplois aujourd'hui. Elle répond à une demande qui est une demande en forte croissance. C'est 700 milliards de dollars pour le marché européen, donc en croissance. Et dans un contexte de crise économique, s'attacher aux secteurs qui sont en croissance, évidemment, est un élément important. C'est également, bien sûr, une source de revenus fiscaux pour les États. Mais alors, au-delà même de son attractivité directe, la technologie, comme vous le savez, transforme un grand nombre de secteurs, et notamment des secteurs industriels dans lesquels l'Europe est forte aujourd'hui. Je prends qu'un exemple qui est l'automobile. La technologie, l'électronique embarquée d'une voiture va représenter, d'après nos prévisions, en 2015 jusqu'à 65% de la valeur d'un véhicule. Donc c'est une illustration. La technologie impacte aussi des questions de société qui deviennent du coup des questions stratégiques pour l'Europe, autour de la santé, autour de l'énergie, autour de la sécurité des informations. Et donc au regard des récentes révélations qui, j'imagine, sont un petit peu à l'origine également de la réflexion actuelle, donc l'existence de programmes de surveillance des échanges électroniques, les entreprises et les gouvernements européens seront sans doute réticents à dépendre exclusivement de fournisseurs qui sont américains ou qui sont asiatiques.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude spécifiquement, simplement rappeler que ce que nous appelons le secteur high-tech, il faut bien prendre une définition. Donc, nous l'avons décrit comme étant une somme de 9 segments qui vont des semi-conducteurs en passant par les composants électroniques jusqu'aux systèmes électroniques, les systèmes de télécommunications, ceux qui servent à créer les réseaux, tout ce que l'on appelle le consumer electronics, donc la partie électronique grand public, ainsi que les sociétés de services informatiques, qui sont très actives également dans ce secteur-là. Au total, ce secteur, selon cette définition, donc qui est hors télécom, hors Internet, je parlerai un tout petit peu de cet aspect après, à lui seul déjà représente 2700 milliards de dollars dans le monde. Et au sein de ces 2700 milliards, l'Europe représente 700 milliards, soit le quart à peu près de la demande mondiale du secteur. Alors évidemment, l'étude met en évidence que la place des acteurs européens dans cet univers est faible et par ailleurs qu'elle est en recul. Lorsque nous avons listé les 10 premières entreprises de chacun de ces sous-segments, on ne trouve, donc c'est un peu le top 100, si vous voulez, de la technologie mondiale, on ne trouve que 8 acteurs européens dans ce palmarès. Si l'on considère notamment que Nokia, qui est encore le 3e fabricant de terminaux dans le monde, va passer sous bannière américaine. Donc l'Europe est absente de secteurs entiers, en tout cas du top 10 de certains secteurs, les composants électroniques, donc hors semi-conducteurs, toute l'électronique grand public, et c'est évidemment préoccupant à la veille de la vague des objets connectés, absent des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes, tous ces segments qui sont aujourd'hui très largement dominés par les Asiatiques et les Américains. Alors il y a quelques belles positions qu'il faut souligner donc pour l'Europe, notamment dans le segment des équipements de télécommunications, Ericsson, Nokia, Siemens, Alcatel-Lucent, qui sont respectivement 2e, 4e et 5e mondiaux du secteur. Les sociétés de services informatiques, Capgemini, Atos, T-Systems, qui tournent autour de la 8e à la 12e place. Dans le secteur du logiciel, il y a un acteur qui est SAP, un seul, qui est 4e mondial. Et puis dans le semi-conducteur, nous avons un champion qui est ST Microelectronics, qui est 7e mondial. Donc on voit que l'Europe dispose encore de quelques champions, notamment dans les activités plutôt professionnelles, c'est-à-dire que l'Europe semble presque définitivement exclue du segment grand public, ce qui pose des questions sur la capacité de l'Europe à créer des marques fortes. En tout cas, il y a des champions aujourd'hui qui sont assez gros pour être des acteurs de la consolidation, au moins dans leur spécialité. Alors, quelles sont les pistes qui s'offrent aujourd'hui pour corriger cette situation? Cela passe par une analyse succincte des raisons pour lesquelles on en est arrivé à cette situation. Alors, il y a des raisons qui sont structurelles, des raisons qui sont liées, je dirais, peut-être à la culture et la richesse européenne. Mais il y en a aussi beaucoup qui tiennent à la politique industrielle, ou plutôt à son absence, depuis au moins une quinzaine d'années, et par ailleurs des orientations réglementaires et la façon dont l'Europe et les États ont priorisé ce secteur et ont fléché les investissements qu'elles souhaitaient allouer à ce secteur. Donc je vais aller rapidement sur les causes du retard telles qu'elles ont été identifiées à travers cette analyse. Tout d'abord, l'importance du marché domestique. Ça reste l'argument économique principal en fait pour toute question européenne. Donc ce marché domestique, si on considère que c'est un marché, l'Europe, c'est un marché qui est important, massif, un peu plus faible que le marché américain tout de même, et surtout en croissance plus faible que le marché américain ou que l'Asie pour ce qui est de la technologie. Donc 2,5% de croissance prévue dans les 3 ans contre à peu près 5 à 6% dans les autres régions. Donc c'est un déséquilibre, et c'est un déséquilibre qui est bien sûr aggravé par, je dirais, la faiblesse relative des mesures de préférence domestiques quand on compare la façon dont les donneurs d'ordre européens se comportent vis-à-vis de leurs fournisseurs par rapport à la façon dont les Asiatiques se comportent vis-à-vis de leurs
fournisseurs et la même chose pour les Américains. Donc mécaniquement, la relative faiblesse de la demande européenne comparée aux autres régions a tendance à défavoriser les acteurs européens. Alors, deuxième point, c'est que quand bien même on parlerait d'un marché domestique et d'un marché domestique vaste et attractif, il faut savoir que bien entendu, le marché européen est bien plus complexe à servir que le marché américain, par exemple. Donc ça se traduit concrètement par une difficulté pour les entreprises à atteindre les effets d'échelle dont elles ont besoin par la suite pour pouvoir exporter, pour pouvoir être fortes et conquérantes à l'international. En fait, en Europe, pour réussir en Europe, il faut réussir 5 fois de suite. C'est-à-dire qu'il faut réussir sur les 5 premiers marchés européens avant de pouvoir prétendre bénéficier d'effets d'échelle, ce qui n'est évidemment pas le cas aux États-Unis, où finalement la stratégie en Californie et dans le Dakota est assez similaire. Et en tout cas, il y a évidemment beaucoup plus d'homogénéité dans les différents États américains. Le troisième point, ça a été, je crois, évoqué très souvent, faiblesse du financement, qu'il s'agisse de fonds privés, capital risque, de fonds publics, d'accès au crédit. Tout ceci est beaucoup plus faible en Europe par rapport notamment aux États-Unis. Je crois qu'il y a 4 milliards de financement par le capital risque en 2012 pour l'Europe, contre 20 milliards aux États-Unis. Donc c'est assez emblématique de penser que Spotify, par exemple, qui est une start-up effectivement bien connue et qui pourrait être un fleuron européen, a dû faire appel à du capital risque américain pour assurer son développement international. Alors c'est vrai aussi pour les fonds publics, parce que ces fonds publics sont souvent fléchés quand même en tout cas tournés de façon préférentielle vers des fournisseurs locaux. Le gouvernement américain, ça c'est une source Gartner, dépense 180 milliards en Haïti, et c'est 50% de plus que l'ensemble des États européens réunis. 120 milliards à peu près. Et tout ceci, et ça c'est sans compter les investissements liés au département de la Défense, qui, comme vous le savez, est bien sûr encore bien plus important, en tout cas relativement parlant, par rapport à l'Europe. Alors, moins de financement de la R&D, également moins de productivité de la R&D. L'Europe consacre au global 1,5 point de PNB de moins que ce que fait le Japon, et 1% de moins que ce que fait les États-Unis, ce que font les États-Unis. Or, l'impact de la R&D, ça se mesure, ou en tout cas son potentiel, c'est vraiment lié à la masse. C'est pas une question de pourcentage, c'est une question de masse. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaché vraiment à regarder qui était gros, parce que être gros, c'est ça qui est important quand il s'agit de R&D. Je prends juste un exemple. Quand Samsung investit 5% de son chiffre d'affaires en R&D, ce qui, dans l'absolu, ne semble pas un pourcentage extrêmement élevé, ça veut dire qu'ils mettent sur la table 11 milliards d'euros tous les ans pour progresser sur des marchés comme les smartphones et les objets connectés. Par ailleurs, quand on regarde le nombre de brevets déposés en Europe, c'est pas un hasard de trouver que Samsung est l'entreprise qui dépose le plus de brevets en Europe, très largement devant, et le double du premier européen qui est Ericsson. Voilà. Alors il y a une autre faiblesse, évidemment, qui est mise en avant par l'étude, et ça fait écho à d'autres débats en Europe, et notamment en France, c'est la faible production de nombre d'ingénieurs diplômés en sciences dures, mathématiques, physique, technologie, informatique. Il faut savoir qu'en Europe, c'est seulement 17% des étudiants européens qui choisissent ces filières, alors qu'à Taïwan, en Chine et au Japon, c'est 30%. Il y a 700 000 ingénieurs informatiques qui sont diplômés en Chine tous les ans, contre 500 000 sur l'ensemble de l'Europe aujourd'hui. Alors je passerai rapidement sur, bien sûr, les coûts de production, la flexibilité du marché de l'emploi, qui évidemment ne sont pas favorables à la prise de risque
en Europe, notamment pour les PME. On rappelle qu'il y a toujours une différence majeure. Une heure de fabrication en Europe de l'Ouest coûte 15 fois plus qu'une heure de fabrication en Chine. Et en Europe de l'Est, c'est encore 4 fois plus cher qu'en Chine. Enfin, il y a 3 autres causes qui sont intéressantes parce que tout ça, ce sont des causes d'environnement, je dirais. Il y en a également 3 autres qui sont identifiées par l'ensemble des acteurs qui ont trait à la politique industrielle et aux pratiques de management également de ces entreprises. Premier élément, c'est qu'après avoir montré la voie dans les années 80 avec le GSM, la mise en place de partenariats stratégiques entre des fournisseurs et des clients publics. Donc c'était à l'époque Ericsson avec ce qui s'appelle maintenant TeliaSonera, donc l'opérateur local. C'était Alcatel avec France Télécom. Ce type de collaboration a pratiquement disparu depuis 20 ans dans ce secteur. Alors qu'aux États-Unis, vous savez pertinemment le rôle de la DARPA donc comme élément fondateur de l'existence même d'Internet, l'Europe semble avoir refusé de soutenir la consolidation de champions high-tech, comme elle a su le faire autour d'Airbus, par exemple, dans l'automobile. Un deuxième élément, qui était bien sûr un élément également un peu d'environnement et de culture, qui est une certaine frilosité vis-à-vis de l'entrepreneuriat en Europe. C'est pas vrai dans toutes les régions d'Europe, mais il y a eu des débats. Alors je ne sais pas, j'aime la réflexion de Jacques Attali là-dessus, disant que la France a choisi la terre plutôt que la mer. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est intéressant, mais enfin il est certain que les politiques fiscales et administratives en général ne sont pas aussi activement incitatives qu'elles pourraient être pour réduire les risques inhérents à la création d'entreprises. Malheureusement à sécuriser. On avait apparemment un littoral assez important aussi, je crois que ça a été relevé. Alors le dernier élément qui est quand même important aussi, c'est que je crois que l'industrie fait un petit peu également un diagnostic plus critique envers elle-même. C'est un élément important. Donc reconnaissance que certains virages ont été mal négociés. Hein. L'exemple, c'est le tactile, l'importance du logiciel embarqué dans les terminaux, qui sont probablement 2 ruptures qui ont été fatales à Nokia notamment. Alors ce sujet-là, évidemment, c'est un sujet qui est inhérent au secteur dont on parle. C'est ce que la science management appelle le dilemme de l'innovateur, qui consiste, quand il est leader, de décider à un moment donné qu'il doit scier la branche sur laquelle il est assis. À défaut de quoi, ce sera un concurrent qui va le faire à sa place. Maintenant, ce sujet-là n'a rien de spécifique à l'Europe. Les Américains et les Asiatiques sont confrontés au même dilemme en permanence. Alors nous, ce qu'on a noté toutefois dans le mode de management, c'est qu'il y a une part peut-être plus importante qui est donnée à la vision stratégique en Asie, avec des plans à long terme qui sont une pratique courante, une grande stabilité également dans les directions générales. Et par ailleurs, le modèle américain qui est plutôt une vision incarnée du leader, du gourou paranoïaque. Et en tout cas, ces 2 modèles qui sont extrêmement différents, à leur façon, ont tendance à privilégier peut-être le long terme sur le court terme, et donc en tout cas permettent probablement à ces entreprises de mieux anticiper. Le leadership classique des sociétés européennes de technologie, ça reste souvent un modèle avec un conseil d'administration qui nomme un PDG pour un mandat relativement court terme. Ce n'est pas forcément un mandat de gestion facile, ça peut être un mandat de gestion de crise, mais en tout cas, rarement avec peut-être la sérénité et la confiance dont ils auraient besoin pour concilier cette vision long terme et court terme qu'il faut toujours avoir dans ce type de secteur. Il y a quelques exemples qui illustrent ça plutôt positivement.
autour de nous qui montrent que certaines entreprises deviennent des leaders. Il y a des exemples en France, Dassault Systèmes en est un, avec effectivement cette incarnation, je dirais, d'un dirigeant visionnaire, où il y a eu avant ça Alcatel, qui a eu quand même une stabilité importante à sa tête pendant, je dirais, les années plutôt de conquête d'Alcatel. Donc, la faiblesse des entreprises européennes s'explique par des natures extrêmement diverses. La question est que peut-on faire? D'abord, soulignons simplement que l'Europe n'est pas immobile. Je crois que notre étude montre bien, en tout cas souligne les avancées de l'Union européenne, notamment à travers son plan Horizon 2020, qui est doté d'un budget de 80 milliards d'euros, un budget qui est en croissance de 25% par rapport au plan précédent. Alors, comme les plans précédents, ce plan vise essentiellement à renforcer l'excellence scientifique, plutôt tourné vers les secteurs en rupture qui sont bien identifiés et qui sont les secteurs à fort enjeu pour l'Europe. Et avec la nouveauté cette fois-ci d'avoir un volet industriel clairement explicité qui vise à favoriser certaines technologies clés. Donc, l'initiative européenne va dans le bon sens, mais elle est probablement insuffisante au regard des enjeux auxquels l'industrie fait face. Alors, on est quoi? On est à 0,7 points de PIB voilà, répartis sur un ensemble sur 8 ans. Donc, alors, tout à fait, répartis sur 8 ans et relativement dispersés. Je pense que c'est un des points qui est extrêmement important. Et donc, ça fait partie, je dirais, des recommandations un petit peu de ce groupe d'études. Un certain nombre de pistes, 10 pistes, qui sont peut-être classées par grands thèmes. Il y a d'abord 4 pistes qui sont d'agir sur ce qu'on appelle les catalyseurs, les facilitateurs, les enablers en anglais. D'abord sur l'offre d'ingénieurs et de personnel qualifié, davantage de programmes scientifiques, davantage mise en valeur. Dans les systèmes éducatifs traditionnels, formels, mais aussi faire appel plus largement aux cours à distance. Et puis, alors à plus court terme, probablement regarder dans le sens de l'immigration choisie, faire venir des talents, c'est crucial pour gérer la pénurie à court terme. Tout ceci dans une stratégie peut-être de cluster pour créer une infrastructure éducative d'accueil avec une large place donnée à l'anglais. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut tout passer en anglais, mais en tout cas, il est évident que les conditions d'accueil des étudiants étrangers doivent être favorisées. Le deuxième point, c'est le financement de la technologie, évidemment. Donc là, il y a plein de choses possibles, comme vous le savez. Le capital risque ou le capital investissement peut être favorisé fiscalement. Les fonds publics spécifiques peuvent être développés. Les outils financiers tels que le crédit à l'export, les prêts de développement, les assurances contre le défaut de paiement peuvent être développés. Je pense que le système bancaire européen peut jouer un rôle extrêmement important pour soutenir cette industrie. L'Europe ne dispose pas évidemment de l'équivalent du Nasdaq américain qui, bien entendu, est clé pour accéder au financement et pour rassurer les capitaux risqueurs. Donc il y a évidemment une chaîne de choses qui doit être mise en place. On fait référence au 11e plan quinquennal chinois qui illustre que c'est possible. Ce plan a donné aux entreprises, et particulièrement les plus grosses, un support gouvernemental pour l'internationalisation de ces sociétés sous forme de financement, d'assurance, de dédouanement, de dérogation vis-à-vis de la flexibilité de l'emploi. Troisième catalyseur, le support à l'entrepreneuriat. Je vais assez vite là-dessus. Vous connaissez bien entendu les leviers. Hein. Il peut y avoir des leviers culturels, tout simplement. C'est-à-dire célébrer les succès entrepreneuriaux, ce qui n'est pas forcément dans notre habitude. Mais c'est aussi, bien sûr, développer les filières entrepreneuriales dans les cursus d'ingénieurs, notamment. Flexibiliser l'emploi pour les startups. Pour leur permettre d'embaucher plus tôt, d'être en avance de phase, et non pas en réaction, puisqu'on attend d'elles qu'elles prennent des risques. Les grandes entreprises également sont concernées, favoriser les incubateurs,
Et il y a de très bons exemples. SAP a mis en place un incubateur en partenariat avec le Hasso Platter Institute, qui leur a permis de développer le système de stockage HANA, qui pourrait s'imposer comme une plateforme européenne pour le big data, par exemple. Enfin, il y a un quatrième catalyseur qui, je crois, est très important. C'est de créer ce qu'on appelle des conditions de concurrence équitables pour les entreprises européennes avec une perspective mondiale. Donc, c'est donner l'appréciation de la concurrence, la perspective au bon niveau. Donc, on l'a vu, l'Europe, structurellement, ne permet pas aux entreprises de bénéficier des effets d'échelle dont peuvent bénéficier les entreprises chinoises ou américaines. Encore faut-il que l'Europe s'assure que la priorité qui est donnée aujourd'hui aux bénéfices consommateurs ne se traduise pas par une réglementation qui dégraderait la compétitivité des entreprises. Évidemment, l'exemple, c'est le secteur des télécommunications qui m'est cher, qui a vu ses profits fortement rabotés en Europe, appels internationaux, roaming, introduction de nouveaux entrants. L'effet à court terme de ces mesures a été concrètement de contraindre les investissements, alors même que, comme vous le savez, les trafics explosent et qu'il faut investir dans les réseaux, de favoriser l'offshore et de favoriser également des fournisseurs non européens qui sont capables d'offrir des discounts parce qu'ils sont en conquête de marché. Les lois anti-concentration, elles visent à assurer la pluralité, mais elles peuvent aussi défavoriser l'émergence d'effets d'échelle et de champions qui soient capables de rivaliser avec les concurrents mondiaux. Donc on le voit, l'Europe et les États, à travers la législation, les associations, à travers des mesures comme les certifications, peuvent favoriser l'industrie européenne. Et d'autres nations n'hésitent pas à le faire et n'hésitent pas à utiliser ces tactiques. Donc éducation, financement, entrepreneuriat, appréciation globale de la concurrence, ce sont 4 thèmes qui sont des thèmes qui doivent être partagés par l'ensemble des États en Europe. Pour être compétitif, c'est plutôt plus d'Europe surtout, et surtout pas moins. Et c'est un mandat clair de croissance pour cette industrie. Le deuxième élément important, c'est d'être focalisé. Et la proposition qui est faite ici, c'est que la focalisation soit organisée ou facilitée par les grands donneurs d'ordre. On a vu, il y a des ressources mobilisées en Europe. Il faut sans doute les accroître, mais surtout ne pas éparpiller ces ressources. Donc pour ça, il faudra un plan d'ensemble à l'échelle européenne qui définirait en concertation avec les industriels, les associations, les domaines d'investissement technologique qui sont prioritaires. Donc pour cela, il faut tenir compte évidemment des caractéristiques de la demande des citoyens européens autour des systèmes de santé, autour des systèmes de protection sociale, autour des transports, de l'éducation, et également en fonction des secteurs économiques dans lesquels l'Europe est déjà forte aujourd'hui. Je l'ai dit, l'automobile, les industries de process, les télécommunications, les institutions financières, les utilities, et donc orienter plutôt les investissements de technologie vers la transformation à venir de ces secteurs. Deuxième élément de focalisation, c'est de créer des clusters d'excellence. On rajoute à ça la notion de cluster d'excellence pan-européen, donc qui va peut-être encore un cran plus loin par rapport à ce qui est fait dans beaucoup d'États. Savoir que donc l'efficacité des clusters, évidemment, aujourd'hui n'est plus à démontrer. Tout le monde est assez d'accord avec ce concept. Cela dit, pour les créer et savoir où les créer, il y a des arbitrages qui doivent être faits. Et notre idée, c'est qu'il faut davantage les orienter là où sont les grands donneurs d'ordre des secteurs que l'on souhaite favoriser, plutôt que pour aménager tel ou tel territoire. Bon. Si on peut faire les deux, c'est mieux. Mais on pourrait imaginer
de confier le leadership, par exemple, de la transformation de l'industrie automobile plutôt à l'Allemagne, les télécoms à Stockholm, la défense, la sécurité, l'aéronautique en France, vous voyez que c'est partagé, l'évolution de la banque à Londres. On n'est pas du tout loin aujourd'hui déjà de cette situation. L'idée serait d'aller peut-être encore plus loin autour de l'e-santé, de l'e-gouvernement, de l'e-éducation. Donc choisir les pays qui sont les plus en avance sur ces différents sujets et non pas leur donner l'exclusivité du progrès et du développement, mais en tout cas leur donner probablement le leadership. Bon, et évidemment, après, flécher les investissements selon le master plan défini et les clusters dont on a parlé plus tôt. Voilà, alors tout ça, ça contribue à améliorer l'environnement extérieur pour les entreprises du secteur. Étant donné le point de départ, enfin en tout cas le point où on en est aujourd'hui, tout ceci est probablement indispensable d'être mené de front. C'est-à-dire qu'en fait l'écart est quand même extrêmement important hein, quand on regarde les chiffres. Mais il y a également un certain nombre de choses, bien sûr, que nous appelons l'excellence dans la gestion des entreprises de technologie, autour des pratiques, autour du leadership, et je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais il y a évidemment des choses à faire évoluer également dans la façon dont on gère et dont on formule la stratégie et dont on privilégie l'innovation et la R&D aux dépens de la rentabilité, peut-être à court terme, et remettre à jour les partenariats clients-fournisseurs comme étant des véhicules d'innovation, comme ça a été fait par le passé et comme c'est fait dans beaucoup d'autres industries. Voilà, donc pour cette étude, la conclusion, c'est qu'on ne pourra pas répliquer exactement toutes les conditions qui ont permis aux entreprises technologiques de se développer aux États-Unis ou en Asie. La structure fédérale de l'Europe est une source de richesse, mais également une faiblesse hein, qui résulte souvent dans des opérations qui sont sous-critiques, fragmentées, et des retours sur investissement qui sont souvent plus faibles. Mais comme je crois on l'a évoqué, il y a quand même beaucoup de pistes à exploiter à tous les niveaux pour faire repartir l'Europe de la technologie. Je vais vous dire un petit mot sur l'aspect télécom et Internet, qui est peut-être un peu plus encore dans le cœur de votre réflexion. Parce qu'on a beaucoup parlé donc de tous ces secteurs industriels qui contribuent à faire que les réseaux et que l'Internet fonctionnent. Donc on a parlé de cette situation-là. Les réseaux qui sont ce sur quoi, bien sûr, les pure players Internet, dont vous parlez beaucoup, bien sûr, dans cette commission, ce sur quoi ces players s'appuient pour développer leurs services. Alors, pour parler de l'industrie mondiale des télécoms, c'est 1400 milliards de dollars. Donc c'est un peu plus petit que l'industrie high-tech dont on a parlé avant. Et là, si on faisait le top 10 mondial de cette industrie, on retrouverait cette fois 4 acteurs européens dans le top 10. C'est-à-dire Telefonica, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange. Orange étant limite 9e, 10e. Mais voilà, on trouverait 4 acteurs européens dans ce segment-là. Donc les opérateurs de télécommunications constituent incontestablement la force de l'Europe dans l'ensemble de ce secteur, à l'échelle mondiale. Et il est important, bien sûr, de savoir que ces acteurs sont évidemment fragilisés aujourd'hui. Leur profitabilité est sous pression. Alors, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent faire eux-mêmes, ils doivent s'adapter, ils doivent changer. Mais de nouveau, ils évoluent quand même dans un cadre réglementaire qui probablement doit être remis en question, en tout cas qui doit évoluer parce que la situation des télécoms n'est pas celle des années 90. Le monde a beaucoup changé et c'est en tout cas l'intérêt bien compris de l'Europe tout entière et de toute la filière technologique dont on a parlé avant. Donc on a fait des travaux, nous, sur la chaîne de valeur Internet, on a quantifié les choses.
Et ces travaux montrent que quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur de l'Internet, le segment de la communication, donc les opérateurs, correspondent au segment pour lequel les retours sur capitaux engagés sont les plus faibles de toute la chaîne et notamment très significativement inférieurs à ceux des pure players Internet qui se trouvent au-dessus des réseaux. Ils sont pris en ciseaux pour leur profitabilité avec d'un côté des prix qui baissent et par ailleurs la nécessité de maintenir un niveau d'investissement, voire de l'accroître pour assurer les capacités de transport des informations. Or, le secteur des télécoms est, comme vous le savez, réglementé, et particulièrement réglementé en Europe, avec, je dirais, une attention toute particulière donnée par les réglementeurs en Europe par rapport, par exemple, à ce que la FCC peut faire, alors même que celui de l'Internet ne l'est quasiment pas. Or, ces deux mondes s'interpénètrent aujourd'hui. L'actualité, il y a quelques semaines, c'est Facebook qui rachète WhatsApp, 19 milliards de dollars. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'une part qu'il y a une puissance financière extrêmement importante aujourd'hui chez ces acteurs, donc il y a une réalité économique derrière leur existence. Et ça nous dit aussi qu'ils rentrent de façon absolument frontale dans le marché ou dans le secteur des communications interpersonnelles. J'ai regardé également la publication récente des résultats du groupe donc Orange France Télécom qui vient de sortir et je le compare à celui de Google qui va sortir pour 2013. Et je trouve que ça donne une illustration du propos qui est assez intéressante également. Donc le chiffre d'affaires d'Orange ressort à 41 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe, en baisse de 4,5%, avec, selon le communiqué, la moitié de cet effet qui est qualifié d'effet réglementaire. Alors même que Google va publier un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 milliards de dollars, d'accord, à comparer aux 40 d'euros, en hausse de 19%. Le modèle économique de Google, quand on regarde un petit peu les comptes, lui permet par ailleurs d'allouer 8 milliards de dollars à la R&D, quand je pense que le groupe Orange y consacre beaucoup moins d'1 milliard aujourd'hui. Donc à titre de comparaison. Vous évoquiez dans une audition précédente la possibilité de favoriser des moteurs de recherche alternatifs, etc. Il faut savoir que voilà, avec 8 milliards de dollars tous les ans dépensés en R&D pour embaucher les meilleurs ingénieurs en algorithmique, il va falloir aider très, très significativement l'émergence d'une alternative que tout le monde appelle de ses voeux, mais pour ça, maintenant, on n'est plus passé dans un mode de start-up, on est vraiment dans l'économie réelle. Alors, à la fin du compte, malgré tout ça, Google présente un cash flow opérationnel de 18 milliards de dollars. Donc, c'est ce qui lui reste pour pouvoir investir, en hausse de 10%, alors que l'EBITDA, qui est à peu près l'équivalent, un agrégat équivalent du côté du groupe Orange, il est de 13 milliards d'euros en baisse, contenue d'ailleurs, il faut leur rendre, c'est un bon résultat, en baisse seulement de 5%. Et ce cash flow opérationnel, il est utilisé aujourd'hui. Google investit en 2013 7 milliards de dollars dans l'infrastructure. Ce sont bien sûr des serveurs, des data centers, mais c'est aussi des réseaux. Et c'est beaucoup plus que le groupe Orange. Enfin, c'est plus que le groupe Orange, c'est au moins autant, c'est 5,6 milliards pour le groupe Orange. Donc, on voit que ces deux secteurs sont évidemment interpénétrés, que par ailleurs, la seule façon pour les opérateurs de télécom de retrouver de la croissance, c'est d'aller vers des modèles qui sont des modèles OTT, qui sont des modèles adjacents. Or, un secteur est régulé et fortement, je dirais, non pas contrôlé, mais en tout cas, il est sous vigilance permanente, alors que l'autre ne l'est absolument pas. Voilà. Donc, autour des sujets comme les subventions croisées, qui est évidemment la base même du modèle de Google,
créer des packages, les prix de gros, les prix de détail, la capacité à se consolider. Imaginons un monde où le groupe Orange se rapproche du groupe Deutsche Telekom. On ne créerait guère plus qu'un opérateur qui pèserait 100 milliards de dollars. Il nous semble que c'est une étape importante, qui paraît ambitieuse. En réalité, ça ne ferait finalement qu'un acteur de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec donc les capacités d'investissement et de R&D qui vont avec. Voilà, donc les conclusions un petit peu de cette partie-là, des différentes études qu'on a pu mener, elle appelait le cadre réglementaire européen à évoluer selon un certain nombre de directions autour de 3 axes essentiellement, c'est-à-dire plus de liberté dans les prix, il a capacité à pricer, plus de liberté notamment dans l'innovation, dans les services adjacents, c'est-à-dire les sortir du cadre, enfin en tout cas créer un environnement de concurrence loyale sur ces secteurs, et bien entendu plus de liberté pour se consolider, puisqu'il est évident que les effets d'échelle restent, je dirais, l'arme principale pour pouvoir réussir dans un secteur avec des coûts fixes extrêmement élevés. Voilà un petit peu les éléments que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Il y a eu énormément de choses dans ce que vous nous avez dit. Je vais laisser à Catherine Morin-Desailly le soin de prolonger un peu la discussion. Oui, d'abord je voulais vous remercier de cet excellent exposé qui est extrêmement clair et précis. Je vois que votre étude a été publiée en 2014, cette année, c'est ça? Voilà. Excusez-moi, elle a été publiée il y a un mois, enfin voilà. Les échos on en parlait. Ce qui me satisfait, c'est que ça correspond au diagnostic que nous avions posé il y a plus d'1 an avec la Commission des Affaires européennes. Je parle sous le contrôle de mes collègues Michel Billot et André Gattolin, quand j'avais proposé mon rapport sur l'Union européenne et le numérique. Je note que ont été co-auteurs de cette étude un Allemand et un Suédois. Tout à fait. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir justement quel est le degré de prise de conscience dans les autres États membres de ce qui est en train de se passer pour pouvoir avancer justement sur l'évolution du cadre réglementaire, une liberté à donner aux acteurs pour construire une véritable stratégie, parce que parfois on se sent un peu isolé. Alors évidemment on se sent peut-être trop au centre du monde, hein. Ça c'est peut-être aussi une méconnaissance de ce qui se passe ailleurs, mais c'est important aussi de trouver des partenariats pour pouvoir avancer sur ce sujet. Il y a un thème que vous n'avez pas évoqué ou tout simplement effleuré au tout début quand vous avez parlé de rentrée fiscale, c'est la question de la fiscalité. Et du phénomène d'optimisation fiscale qui existe à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez réfléchi aussi à des pistes de votre côté? Et puis une question peut-être pour aller un peu plus loin dans le dernier propos que vous avez tenu, comment on peut résister ou développer des stratégies pour lutter contre le phénomène d'aspiration et de monopole qui se constitue d'un Google et autres entreprises des GAFA. Oui. Alors, bon, de nouveau sur le dernier point. Le dernier point, c'est simplement, je crois que la liste de toutes ces actions, simplement, évidemment, quand on les prend, alors bon, c'est pas forcément très nouveau, vous avez raison. Ça n'est qu'une raison de plus pour agir, en réalité. Le fait que le constat soit déjà établi depuis un certain temps, il est temps d'agir parce que les écarts se creusent, et donc il faut agir. Alors donc, je crois qu'il y a quand même une variété de leviers qui est assez importante. Ce qu'il faut évidemment, c'est, chacun va déplorer le fait que que dans GAFA, il n'y a pas un seul Européen dans les 4 lettres, et que c'est bien sûr ça le problème. Hein. Simplement, je crois que ça a été évoqué dans d'autres auditions. Malheureusement, ça n'est pas une start-up qui aujourd'hui va
facilement déplacer les choses. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un monde où les startups s'affrontent. Je crois que ça a été dit, et je le répète, évidemment, on a là des gens avec une capacité à investir et à embaucher les meilleurs talents qui... et voilà, ça n'est plus la bonne idée. C'est également la capacité à statistiquement couvrir toutes les idées possibles qui fait qu'on réussit. Une capacité à acquérir celui qui réussit. Voilà, donc tout ça est à prendre extrêmement au sérieux. Notre propos est simplement de dire que, regardons les choses un peu dans leur ensemble, un peu plus largement que ça. Ces gens n'existent que parce qu'il y a une infrastructure en dessous, et l'infrastructure n'existe que parce qu'il y a un secteur industriel qui s'appelle la haute technologie qui existe en dessous aussi. Et que ça reste encore au plan mondial. Et qu'on fait la somme des deux, on va se retrouver sur 4 000 milliards de dollars. Ça reste une industrie qui est beaucoup plus importante que les 4 GAFA mis ensemble. Alors évidemment, au rythme où ils vont, c'est vrai que c'est assez préoccupant. Mais enfin, voilà. Ce qu'on dit en tout cas, c'est que les sous-jacents, on peut les consolider. Il y a beaucoup d'axes possibles. Sur votre première question, c'est pas un hasard qu'on ait coécrit cette étude avec un Allemand et un Suédois. C'est vrai. Alors à l'échelle de notre cabinet, ça pourrait être un hasard, mais en fait ça ne l'est pas. Et effectivement, ces 2 pays sont évidemment extrêmement concernés par ce sujet. Quand on prend la liste tout simplement des 8 qui sont dans le top 100, vous allez trouver 4 Français. Vous allez trouver et puis après les autres sont des Allemands. SAP, T-Systems, Atos, on va dire qu'ils sont franco-allemands. Et puis il y a Ericsson. Donc évidemment, IST Micro est, on va dire français, basé à Genève, mais enfin, on va dire d'origine française. Évidemment, c'est la France et l'Allemagne qui vont tirer ce secteur. Donc c'est bien sûr ces 2 pays-là qui doivent être, je dirais, en leadership sur le discours et sur les actes. Voilà. Alors sur la question de la fiscalité, donc bien entendu, je dirais, ça paraît assez évident, mais simplement, donc il faut le faire. Ne nous trompons pas. Il faudrait davantage, je serais moi plutôt partisan de la carotte plutôt que partisan du bâton, c'est-à-dire plutôt que de taper sur Google, essayons de favoriser nos entreprises, et essayons de faire émerger un concurrent, essayons de protéger l'industrie qui fait la force de l'Europe. Voilà. Je pense que c'est ça le propos que j'aurais là-dessus. Par ailleurs, nous ne sommes pas des fiscalistes, donc je ne veux pas non plus apporter d'éclairage très particulier. Mais c'est vrai que ça n'a pas été mentionné, si vous voulez, de façon aussi importante que dans les débats classiques que l'on voit. Le sujet, c'est le financement, le sujet, c'est l'éducation, le sujet, ce sont les clusters et c'est la coopération industrielle entre les différents, dans la chaîne de valeur, entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs, et c'est le fléchage des dépenses publiques. C'est vraiment ça qui ressort. Vous évoquez, par exemple, essayer d'investir dans un domaine comme celui des moteurs de recherche. Pour le coup, est-ce que c'est vraiment le sens de ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas déjà anticiper? Vous avez évoqué notamment les objets connectés, les objets intelligents. Est-ce que ce n'est pas plutôt dans cette direction qu'il faut faire porter l'effort? Deuxième, c'est une question, si on a les moyens plus limités, est-ce que pour le coup, il ne faut pas plutôt jouer le coup d'après? Est-ce que c'est pas la dynamique n'est pas de ce côté-là? Dans cette dynamique, vous n'évoquez pas le rôle que pourrait jouer, alors vous indiquez les moyens parfois limités qu'ils y consacrent, mais pourquoi et comment les grands groupes européens et français ne jouent pas un rôle plus net? Je pense par exemple dans les objets connectés à EDF. Vous avez évoqué le rôle que pourrait jouer France Télécom. On a un secteur bancaire et assurantiel qui est parmi les plus performants du monde. Pourquoi est-ce que ce secteur n'investit pas lui non plus, ne fait pas le choix lui non plus de développer des initiatives dans ces domaines? Est-ce que c'est une orientation qu'on peut imaginer? Puis enfin, troisièmement, est-ce que vous estimez, au regard de ce que vous avez vu, que l'organisation aujourd'hui européenne est bien adaptée pour répondre aux défis que vous indiquez? Vous parlez de plans en particulier pour soutenir ces activités. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une capacité à l'échelon européen de porter un tel plan ou est-ce qu'il faut imaginer des formes d'organisation différentes? Est-ce qu'il faut imaginer pour le coup
une sorte d'UE spécifique qui serait dédiée à la haute technologie et des initiatives en la matière, ou est-ce qu'on peut compter sur les institutions existantes, d'un votre point de vue, en tant que praticien? Oui, alors, sur la question du moteur de recherche, bien évidemment, il faut préparer le coup d'après. Bien évidemment, les objets connectés représentent une opportunité, puisque évidemment, ça va, bon, ne serait-ce qu'en masse, et ça va surtout toucher tous les verticaux. Donc, il est clair qu'il faut bien entendu se mobiliser là-dessus. Après, ces objets connectés, ils ne vont faire que générer de la data supplémentaire. Donc, l'arme de la guerre restera toujours la capacité à trouver dans l'information pléthorique ce qui est important et donner du sens. À ce titre, je pense que faire l'impasse, malheureusement, sur les algorithmes de recherche est probablement risqué, puisque c'est intrinsèque même à la société de l'information aujourd'hui. Donc il faut continuer. Simplement, je mets simplement en évidence l'ampleur des moyens, mais qui sont à l'échelle de l'impact de ce type de service, hein, tout simplement. Ce n'est pas finalement 8 milliards de dollars de recherche pour quelque chose qui bouleverse à peu près la totalité des secteurs. Ce n'est pas forcément un chiffre déraisonnable. Hein. Donc simplement, voilà, c'est prendre conscience de l'ampleur peut-être de la marche, mais probablement pas faire l'impasse, parce qu'il y aura toujours besoin d'algorithmes de recherche, et de plus en plus. Et je pense que les secteurs académiques français, allemands, enfin de tous les pays disposent du curriculum et de la capacité de recherche fondamentale qui pourrait tout à fait, bien sûr, faire bouger les lignes. Il faut juste s'assurer que nos chercheurs ne partent pas immédiatement en Californie dès qu'ils ont une bonne idée. C'est ça le point. Votre deuxième question. Ah oui, sur la mobilisation des grosses entreprises, je pense que c'est effectivement au cœur un petit peu de ce que l'on dit, c'est-à-dire que, considérant que c'est autour d'eux qu'il faut construire les clusters, dans les secteurs énergétiques, dans les secteurs dont on a parlé, qui sont les secteurs forts. Vous me direz, ils ne le font pas. Il faut sans doute les convaincre que, effectivement, leur position est potentiellement menacée. Il faut être proactif vis-à-vis d'eux. En tout cas, il faut leur donner probablement le mandat de définir leurs besoins et d'orienter la filière technologique vers ces besoins. Voilà. Si on prend l'exemple d'EDF, c'est frappant, par exemple, vers le compteur intelligent. Il n'est pas du tout conçu dans la perspective d'être utilisé. Alors après, il y a tous les problèmes de protection de données, on est bien d'accord, mais il n'est pas du tout été conçu dans cette perspective d'ouvrir EDF, à partir des données qu'il va récupérer, sur une démarche plus large, qui pourrait être extrêmement valorisante. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Donc qu'est-ce qui explique cette réticence dans nos... C'est culturel, comme dirait à chaque fois qu'un journaliste nous pose la question, il lui dit, est-ce que c'est culturel? Alors, je ne sais pas si à ce point-là c'est culturel, mais... Voilà, bon, enfin, en tout cas, je ne saurais pas qualifier exactement. Au bout d'un moment, ça devient culturel, oui, si c'est la seule explication qu'on puisse donner. Non, je pense que, comme vous le dites, vous faites référence à la protection des données. En fait, le débat est un petit peu, je ne dirais pas qu'il est confus, mais le débat est complexe. Le débat c'est quelque chose de nouveau, et bien sûr, il y a des forces de rappel qui ne sont pas toujours favorables à quelque chose de très proactif d'un point de vue industriel. Donc peut-être que ces acteurs-là, eux-mêmes, se contraignent un petit peu dans leur perspective, parce qu'ils sont alimentés aussi par toutes sortes de dimensions. Ce sont des entreprises qui sont souvent publiques au départ, donc voilà. Mais en tout cas, les gens de cette industrie-là, qui sont plutôt les acteurs finalement de la digitalisation, sont tous convaincus qu'effectivement ce sont les donneurs d'ordre industriels, des verticaux, qui doivent être à l'origine de la direction que l'on souhaite donner aux investissements à l'échelle européenne. Et les utilities allemandes et néerlandaises sont très fortes également, donc ça peut tout à fait être fait évidemment à l'échelle européenne.
Est-ce qu'il faut travailler sur d'autres types d'organisations? Est-ce qu'il faut pour le coup un dispositif spécifique, une organisation européenne spécifique pour prendre en charge ces sujets? Est-ce qu'on peut le faire dans le cadre de l'UE? Est-ce que vous sentez des étapes? Parce que quand on a vu la rencontre récente entre Mme Merkel et M. Hollande, on a eu le sentiment qu'ils ne parlaient pas tout à fait de la même chose. Mme Merkel parlait d'un Internet européen, sans trop d'ailleurs nous dire ce qu'elle mettait derrière. Le président de la République française lui évoquait plutôt justement une forme de coopération sur les hautes technologies dont on ne savait pas très bien encore sous quelle forme ça pouvait se faire. On a le sentiment qu'ils sont restés un peu sur chacun son compte à soi, alors que vous appelez plutôt à une mobilisation de l'un et de l'autre. Voilà, donc voilà, vous l'avez dit, ce qui est important, c'est que les débats existent, qu'ils progressent. Il est certain que c'est ce couple-là qui est... Alors je ne parle pas des personnes, hein, je parle des États qui sont évidemment... qui détiennent la clé aujourd'hui du futur qu'on voudra se construire. Vous voyez, c'est ce qui c'est quelque chose à travers les contacts que vous avez eus justement à l'échelle européenne. Est-ce que vous sentez à l'échelle européenne, frémissement? C'est sûr que le débat a été déjà la place de ce secteur parmi d'autres. C'est-à-dire que l'Union européenne arbitre sur beaucoup de secteurs industriels. J'ai même mon collègue suédois qui me parle de la politique agricole commune, hein, si vous voulez. Donc, ça fait partie quand même simplement de la picture. Je crois que c'est en train d'évoluer, ce qui est de nouveau plus 25% sur un budget, c'est quand même un chiffre significatif. Donc de nouveau, la direction est bonne. L'ampleur n'est pas probablement là. Et bien entendu, il va falloir faire des choix difficiles parce qu'il faut... effectivement, se placer à une échelle européenne. Il faut être habile sur la façon dont on formule. Alors, je ne sais pas si c'est la gouvernance ou si c'est qui tire quoi. Peut-être une vision un peu simpliste des choses, mais à un moment donné, c'est une solution. En tout cas, vu des États-Unis et vu de l'Asie, évidemment, ce serait quelque chose qui serait pris extrêmement au sérieux. Quelles sont les conséquences de si la situation que vous décrivez aujourd'hui, qui est, si on restait sur la première partie de votre intervention, on arriverait quand même à une situation un peu dramatique. Imaginons que rien ne bouge. Quelles sont les conséquences de votre point de vue, du point de vue de notre dynamique industrielle et technologique, de l'évolution de l'emploi, de notre capacité à conserver des emplois qualifiés? Est-ce que vous avez regardé cet aspect-là? Est-ce qu'on est capable de faire un scénario noir? On n'a pas fait un scénario noir. Déjà, il y a eu une interprétation qui a été faite de l'étude comme quoi elle était pessimiste. Je crois qu'elle ne l'est pas. Je crois qu'elle est juste factuelle. Au contraire, elle montre qu'il y a des solutions. Donc, elle ouvre des pistes. Alors, voilà. Ne se passait rien, à votre avis? Comment va évoluer l'économie mondiale sur ces domaines et quelle place l'Europe y tiendrait si, pour le coup, la réaction restait aussi faible et modeste que celle que vous décrivez? Écoutez, c'est très simple. Le secteur, de nouveau, les sociétés de services informatiques, il y a une dimension extrêmement locale dans ce type de travail, donc elles resteront probablement à leur place. Encore qu'effectivement tout ce qui est autour du cloud rend quelque part la proximité peut-être un petit peu moins pertinente, mais enfin on reste quand même au contact des entreprises, donc ça reste un élément local. Mais le segment de la communication, des équipements, donc les Ericsson, Alcatel, Nokia, Siemens, évidemment est un secteur qui, s'il n'est pas soutenu, évidemment se fera déplacer. Voilà, avec donc après l'impossibilité, cette fois pour les infrastructures, vraiment au cœur de l'infrastructure, des opérateurs eux-mêmes de maîtriser la technologie qu'ils ont dans leur réseau. Donc ça, je pense que c'est quand même, pour le coup, une vision assez noire. Je ne sais pas après jusqu'où ça peut aller en termes d'impact. On n'a pas fait ce scénario-là. Je crois qu'on essaie plutôt de se focaliser sur l'idée que cette photographie, il y a 3 ans, je crois qu'il y avait 12 acteurs. 3 ans plus tard, il n'y en a plus que 9, moins 1 avec Nokia, ça fait 8. Après, vous pouvez, comme moi, tirer le trait. Ce serait une vision un peu simple de notre métier de faire ça, mais enfin, bon, ça peut donner une direction. Oui, je voulais juste revenir sur un point de détail et vous demander votre point de vue sur le crédit impôt recherche. Si vous pouvez nous commenter son efficacité ou non, selon vous.
Bon, de nouveau, l'étude est peut-être au plan européen, mais clairement, ça fait partie des mesures extrêmement valables, profitables, qu'il faut encourager sans état d'âme. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas de question sur ce sujet-là. Voilà. Et l'arbitrage qui consiste à dire oui, faut-il privilégier uniquement les grosses entreprises par rapport aux petites? Bon, bien sûr, il faut travailler avec les start-up, il faut travailler avec les PME qui sont fragiles. Mais on le voit ici dans ce secteur-là, la dynamique elle est mondiale et ce qu'il faut, c'est que des champions émergent. C'est peut-être s'il y a des priorités à donner. Oui, j'avais une question en complément de cela, parce que vous parlez de la politique européenne. Effectivement, Horizon 2020, plus 25%, enfin, on est très loin des 100 millions qui étaient réclamés quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans des perspectives très restreintes. Et je ne vous parle pas de l'intérieur du contenu, la fongibilité, l'intégration de certains grands projets dans le cadre. On est loin quand même du compte, mais surtout sur le crédit impôt recherche. On a eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'auditionner M. Joachim Almunia. Alors c'est vrai, le crédit d'impôt recherche, on le favorise beaucoup, mais on oublie complètement les autres formes de crédit d'impôt qui sont les crédits d'impôt sectoriels, où au contraire, là, l'Union européenne joue des règles qui se veulent protectrices de la concurrence, qui font que c'est pas tout de développer de la recherche et d'avoir des chercheurs européens de très grande qualité. Si ces entreprises ne sont pas soutenues, quand on voit la manière dont l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada font leur relocalisation industrielle ou déplacent des entreprises européennes, je crois que là, on a loupé, on a un maillon manquant, et que est-ce qu'on n'est pas dans une vision un peu théorique, c'est-à-dire si la recherche est forte et dynamique, qu'on l'aide, toute la chaîne va suivre, alors que la chaîne est faible. Je partage complètement votre point de vue. Évidemment, tout le monde le partage. C'est-à-dire qu'il faut soutenir la recherche. Et, par contre, il ne faut pas se satisfaire simplement d'être bon en recherche et d'avoir des médaillés et voilà, l'innovation du modèle américain, comme vous le savez tous, n'est pas fondé sur la recherche. Il est fondé sur le développement et l'industrialisation des procédés. Et donc, c'est bien. Alors, nous, ce qu'on a noté de positif, au moins au plan qualitatif, avec le plan 2020, c'est précisément qu'il est ce volet industriel. Voilà. Bon. Et maintenant, il y a trois boîtes. Avant, il y en avait que deux. Il y avait uniquement la recherche et les secteurs. Là, il y a vraiment ce volet industriel. Et je crois que les Allemands seront tout à fait réceptifs à cette idée qu'il faut industrialiser l'Europe. Très bien, écoutez, malheureusement l'heure dont nous disposions est maintenant écoulée. Merci beaucoup d'avoir tiré devant nous ce signal d'alarme déjà présent dans votre étude, en espérant que vous soyez entendus, que nous soyons entendus à travers sans doute beaucoup de propositions que vous évoquez, que nous aurons à discuter et probablement à reprendre. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Voilà pour cette audition de Hervé Collignon, vice-président du cabinet A.T. Kearney, spécialiste des télécommunications, des nouvelles technologies et des médias. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site, sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire, à 19h pour 24h Sénat, présenté par Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.